va y aller. On n'attend plus personne. Car les gens rêvent, bien sûr. Vous pouvez y aller. Donc, bonjour et bienvenue au 7e déjeuner technologique. Je vais laisser la parole à M. Armand Dissot qui vous présentera l'open source. Merci. Donc, avant toute chose, je vous remercie d'être présent. Donc, juste pour me présenter, je suis le responsable de l'agence Nord de Capen6. Alors Capen6, je détaillerai à la fin de la présentation, mais on est une société de services experte sur les technologies Linux open source. Vous allez me dire, ça tombe bien, c'est une présentation sur l'open source. Donc, je viens vous présenter un peu les... Je vais vous présenter un peu les concepts. Il marche plus, celui-là. Hop. Ça marchait bien, mais... Il est allumé sur le côté d'avant. Ouais, il est allumé, ouais. Ça a marché juste quand je l'ai branché, mais... forcément. Bon, on va y aller comme ça va aller. Donc, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est l'open source, qu'est-ce que c'est le logiciel libre, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais on ne sait pas toujours ce que c'est finalement, tout ce qui va derrière. Quelle est la philosophie qui va derrière, également. Je parle de bière gratuite, je me suis douté que ça allait interpeller un certain nombre d'étudiants. Donc pourquoi j'ai mis bière gratuite, on va le voir également. Je vais vous donner mon avis un peu sur ces différentes perceptions, ces différentes philosophies qui permettent à l'open source d'exister. Et puis ensuite, on verra les modèles économiques, les bénéfices de l'open source pour le client, qu'est-ce qui fait que les clients qu'on rencontre nous au quotidien et qui nous font confiance font le pari de l'open source. Quels sont également les freins qui les bloquent pour mettre de l'open source. Et puis on détaillera le marché justement sur lequel Capen6 se positionne. Je vais étendre dans une université, je vais parler de l'open source et l'enseignement, le lien un peu qu'il peut y avoir entre l'open source et l'enseignement. Et puis on détaillera, on parlera de l'avenir de l'open source. Et puis je vous présenterai un peu Capen6 qui sort sur cette vague de l'open source. Alors je vais essayer, ça marche. Hop. Alors, tout d'abord, parler de terminologie, parce qu'on parle d'open source, on parle de logiciel libre, ça peut être un peu flou pour vous, ou pas, vous me direz, mais je vais revenir là-dessus. Alors, le code source, c'est quoi? Le code source, c'est la version d'un programme qui est lisible, intelligible pour l'homme. Jusque-là, tout va bien. En général, c'est le code source qui est écrit par l'informaticien, et puis ensuite, il est compilé, et ça produira du code objet, du code binaire ou exécutable, qui lui est un peu moins facile à comprendre, on va dire. Il y a des codes, il y a des langages de code qui sont directement en code source, tels que le PHP, que vous devez bien connaître, pour les gens qui font du développement web. Mais enfin voilà, un certain nombre de langages, un bon nombre de langages sont à compiler par la suite. Donc alors, logiciel libre ou logiciel open source, c'est plusieurs règles. C'est des règles dont le code source peut être distribué, peut être utilisé, copié, étudié, modifié et redistribué sans restriction. Ça, c'est les valeurs de l'open source. On verra par la suite que open source ne veut pas dire gratuit. Open source, c'est surtout ces valeurs-là et c'est ces choses-là qu'il faut retenir sur ce qu'est un logiciel open source. Ensuite, il y a deux visions. Il y a la vision qui est portée par Richard Stallman. Richard Stallman, qui est le fondateur de la FSF, la Free Software Foundation. La Free Software Foundation, finalement, elle a créé le Free Software. Le Free Software, logiciel libre, c'est juste la traduction de Free Software, finalement. Donc voilà. Et ensuite, on a également l'open source, qui est l'appellation, qui a été lancée, par contre, par une autre école, il y a deux écoles, finalement, qui est l'open source Initiative, qui est lancée par Eric Raymond, et puis j'ai perdu le deuxième nom. Mais voilà, c'est une deuxième école, et je vais détailler ensuite, dans les deux slides qui suivent, justement les perceptions de ces deux écoles. On parle de la même chose. Dans tous les cas, que ce soit logiciel libre ou logiciel open source, on parle de ces mêmes valeurs qui sont, ça peut être utilisé, ça peut être copié, ça peut être redistribué sans restriction. Et également modifié. Voilà, on parle de la même chose. C'est juste les valeurs qu'ils mettent en avant et la philosophie qu'ils mettent en avant sont différentes. Mais dans tous les cas, on parle de la même chose. Et pour justement, parce que c'est un peu une guerre de pensée, pour justement ne pas prendre parti dans cette guerre de pensée, les Américains, pour dénommer justement ces logiciels open source, parlent de FOSS, Free Open Source Software,
Et d'ailleurs, pour les textes européens ou autres, on parle de FLOSS, Free, Libre and Open Source Software. Donc voilà, si vous retrouvez du FOSS ou du FLOSS, on parle dans tous les cas d'open source. Si on parle d'open source, si on parle de logiciel libre, c'est juste deux écoles, c'est bien ce qu'il faut retenir. Logiciel libre. Donc ça, par contre, comme je vous le disais précédemment, c'est ce qui est porté par la Free Software Foundation et à sa tête Richard Stallman. Le logiciel libre, pour lui, c'est avant tout une affaire de liberté, mais une liberté qui est aussi importante que la liberté d'expression. C'est finalement, il porte des valeurs d'éthique, de responsabilité sociale, et donc vraiment, c'est vraiment une histoire de valeurs et de liberté forte, de liberté humaine. Ce qui signifie, finalement, si on dit ça, ça veut dire que les logiciels non libres propriétaires, ils portent atteinte à cette liberté, et en ce sens, ils sont privateurs de liberté. Et donc ça peut être un peu intégriste comme réflexion. Après, voilà, je vous laisse juger chacun de cette façon de penser. Mais voilà, c'est assez strict et rigoureux comme pensée. Les 4 libertés fondamentales qu'il met en avant sont toujours les mêmes. Exécuter, étudier, adapter, redistribuer n'importe quel programme. Donc voilà, je les rappelle ici, mais c'est les valeurs de l'open source, c'est les valeurs que Richard Stallman met en avant. La philosophie de l'open source. Donc là, par contre, c'est le deuxième courant de pensée, la deuxième école que je vous présentais précédemment. Pour Eric Raymond, qui est le fondateur de l'Open Source Initiative Foundation, c'est pas de l'éthique et on parle pas de philosophie particulière. Pour lui, justement, la pensée qui oppose le monde propriétaire au monde open source, c'est pas forcément la bonne technique pour mettre en avant l'open source, et il faut plus mettre en avant la supériorité selon le modèle de développement plutôt que mettre en avant finalement côté liberté et autres. C'est plus que met en avant l'Open Source Foundation, l'Open Source Initiative. Donc voilà un peu les deux façons et les deux visions de tout ça. Bière gratuite, justement je vous parlais de bière gratuite tout à l'heure, c'est juste pour bien définir que gratuit, c'est pas free. Free, c'est pas free au sens Eliade, c'est free au sens libre, au sens liberté. Justement, c'est la FSF qui sortait cette phrase qui était free, c'est comme la liberté d'expression, c'est comme le marché libre, mais c'est pas comme une bière gratuite. Pour bien faire comprendre, justement, comme free a la double signification en anglais, qu'on parle bien de liberté et non de gratuité. Alors, ça n'empêche que, justement, à travers ce slide, vous voyez plusieurs. Le slide est paradoxal à travers les différents textes que j'ai positionnés, à savoir qu'on a la possibilité de faire payer la distribution d'un logiciel. Sauf que, selon les règles des licences qui régissent l'open source, on a la possibilité de le distribuer. Par contre, la personne à qui vous faites payer ce logiciel, lui, il aura la possibilité de le donner. Donc un business, à partir du moment où vous pouvez vendre quelque chose que l'autre personne peut donner, il risque de ne pas avoir... le business model, il est un peu limité, quoi. Donc, on peut le distribuer, on peut faire payer des frais de distribution, par contre, on ne peut pas faire payer des frais d'utilisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Par contre, il y a quand même un marché de l'open source. D'ailleurs, je suis devant vous parce que KPN6 vit grâce au marché de l'open source. Parce qu'on fait payer des prestations associées, du consulting, de l'intégration, du support, de la formation, voilà. Ou un droit d'utilisation à des modules non open source. On a de plus en plus dans les éditeurs open source, ils ont de plus en plus des versions open source pour se baser sur différentes communautés, et puis des versions avec licence sur lesquelles ils intègrent du support et des modules propriétaires, pour attirer un peu les clients vers les modules propriétaires et pouvoir payer les investissements futurs, etc. C'est des modèles un peu hybrides qu'on retrouve de plus en plus chez les éditeurs open source. Alors, d'ailleurs, pour revenir un peu sur cette guéguerre entre les deux écoles, je ne prendrai pas parti aujourd'hui, et puis c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous donner une visibilité. Ce que je veux juste dire, c'est que je vais... Finalement, pour moi, si je dois donner mon avis... si je dois me donner mon avis personnel et l'avis de la structure et selon la culture de la société, c'est que finalement, alors déjà, gratuit, pas gratuit, c'est hors sujet. On va retrouver deux mondes dans l'open source. On va retrouver les communautés, les fondations, qui, elles,
travaillent souvent en bénévolat, et elles créent du patrimoine. C'est des gens qui sont passionnés, et voilà, qui mettent en avant l'open source, qui créent du patrimoine de code source. On va retrouver également l'univers marchand, celui des entreprises, qui met en avant l'open source également, qui vit grâce à l'open source, mais finalement, ils apportent des garanties aussi sur l'open source, et ça permet aussi de déployer l'open source en entreprise. Parce que, on verra tout à l'heure, les entreprises ont besoin de garanties sur des services Linux qui sont installés chez eux. En l'occurrence, c'est vrai que parfois, pour les gens qui sont plus axés liberté et autres, le fait, la logique un peu économique, capitaliste autour de l'open source, ça peut gêner. Pour moi, ils sont vraiment nullement opposés. C'est vraiment interdépendant. L'un dépend de l'autre. L'entreprise bénéficie, l'entreprise et l'univers marchand bénéficient de l'univers communautaire, mais également aide le monde communautaire parce que ça finance le monde communautaire. Donc voilà, je vais détailler par la suite. Et d'ailleurs, pour revenir aussi sur mon avis concernant l'open source, j'avais vu une phrase qui était super intéressante dans la science, c'était « nous sommes des nains sur des épaules de géants ». C'est-à-dire que, en fait, dans la science, on considère que les savants d'aujourd'hui ne sont pas forcément plus intelligents que les savants d'hier. On n'a pas forcément un QI beaucoup plus élevé qu'Einstein ou Newton. Par contre, on se base sur le socle qu'ils ont développé et on apporte notre petite pierre à l'édifice. Donc cette phrase, justement, « nous sommes des nains sur des épaules de géants », ça veut dire qu'on se base sur le travail de nos ancêtres pour apporter notre pierre à l'édifice et faire grandir le patrimoine. Dans l'informatique, c'est pareil. Dans la science, on parle que de savoir. Là, on parle finalement de patrimoine et de code source. Et c'est en se basant sur le code source et l'ouverture du code source qu'on peut ajouter notre pierre à l'édifice. Si par contre, on a un code qui est complètement fermé, inaccessible, on va avoir du mal à le faire évoluer. Donc c'est toute la logique que je souhaite justement vous mettre en avant, c'est cette réflexion sur le fait que l'ouverture du code et cet accès à l'information et au travail des gens qui sont passés avant nous, c'est aussi travailler pour le patrimoine et pour l'évolution de l'informatique au sens général. Voilà. Je vais détailler un peu les deux univers, l'univers non marchand d'inspiration humaniste. Donc là, comme je vous disais, on va retrouver les communautés, on va retrouver les fondations, on va retrouver un certain nombre de bénévoles. Ces gens-là, ils développent du patrimoine. Ces gens-là, ils développent du patrimoine de code source. Parce que finalement, l'open source, c'est basé sur plein de communautés. C'est que des communautés avec des passionnés à travers le monde, des milliers de personnes qui travaillent autour de réseaux Git, des GitHub, des GitLab, sur lesquels ils mettent leur code, sur lesquels ils font des contributions, sur lesquels ils font des commits. Et c'est ça qui fait vivre l'open source. Et c'est justement toutes ces contributions qui font vivre l'open source. Je disais c'est non marchand, parce que c'est du bénévolat, et puis c'est des contributions enfin voilà, c'est un monde communautaire qui est finalement gratuit, même si je disais qu'on parle de liberté, mais ça reste, justement dans mon dernier slide, je parlais aussi que le droit d'utilisation n'était pas payable, n'était pas payant, donc finalement voilà, c'est non marchand. C'est aux impacts économiques immenses, parce que pourquoi? Parce qu'ils créent de la valeur, ces gens-là. Ils créent du code, ils créent de la valeur qui sera réutilisée par les entreprises pour faire évoluer les solutions. Et c'est pour ça que des entreprises y jouent un rôle déterminant, parce que justement, elles permettent à leurs développeurs, à leurs ingénieurs, de contribuer à des projets open source. Google, par exemple, permet à leurs développeurs, un certain nombre de jours par mois, de contribuer à des projets. Ils les encouragent à le faire. Et ça permet justement de faire évoluer des projets sur lesquels se base Google, par exemple. Une forme de R&D mutualisée à grande échelle, forcément. On a des gens à travers le monde entier qui contribuent à des projets. Donc forcément, c'est une R&D qui est gigantesque. Et le code étant ouvert, forcément, on voit plus facilement les failles. Enfin, c'est très intéressant. L'industrie. Alors l'industrie, j'y travaille finalement. Moi, je suis côté entreprise, je suis côté industrie. Des entreprises dynamiques, jeunes, en croissance, au profil varié, éditeurs, intégrateurs, développeurs, formateurs, prestataires de support, etc. J'en passe. Et c'est ce que fait KB6. Donc forcément, c'est un univers marchand et le panorama de l'open source, le marché de l'open source, je vous le détaillerai par la suite, excusez-moi. Merci. Et donc, il y a plein d'entreprises qui travaillent autour de ce monde-là, et il y a surtout les gros qui travaillent autour de ce monde-là. Je parlais de Google, je peux parler d'IBM, je peux parler d'HP, je peux parler
l'éteindre. Vous avez certainement entendu pas mal de grosses structures. Free a toute son infrastructure également sur un socle open source. À partir du moment où on a du volume à gérer, il faut forcément, enfin les frais de licence coûtent beaucoup trop cher pour un hébergeur ou pour des gens qui fournissent du service de plus en plus avec le cloud et le big data. Propriété intellectuelle au cœur de l'open source, je n'ai pas voulu vous détailler tous les modes de licence de l'open source, que ça allait être un peu chiant pour tout le monde, même pour moi, ça ne me passionne pas trop. Par contre, juste en quelques mots, il n'y a pas de brevet logiciel en open source, parce que c'est contre la logique de l'open source, l'ouverture. Par contre, il y a des copyrights, c'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi avec l'open source. L'open source, c'est pas juste j'ai un logiciel open source, il appartient à personne et il appartient à tout le monde. Non, non, il appartient à une personne qui a déposé un copyright, et il y a des droits qui régissent l'open source, il y a des règles qui régissent l'open source, et vous ne faites pas n'importe quoi avec un logiciel open source. Il y a des règles, et donc il y a quelqu'un qui a le copyright, et ce copyright peut être revendu, et peut être basculé de personne en personne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. L'open source, c'est pas sans barrière d'entrée, c'est également un point sur lequel je voulais souligner. N'importe qui ne peut pas contribuer à un projet open source, mais par contre, les gens qui ont les compétences peuvent contribuer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un cycle de décision, et il y a un fonctionnement qui fait qu'il y a une validation des contributions qui sont faites. Et donc la barrière, finalement, c'est l'expertise et la légitimité. Donc c'est bien ce qu'il faut retenir. Et pour les entreprises, c'est pareil. Ça, finalement, c'est le cas dans l'open source ou dans le monde propriétaire. C'est la légitimité et l'expertise construite qui fait qu'on reste sur le marché ou non. Alors là, je cite quelques solutions fleurons. Alors, il y a pas mal de choses qui doivent vous parler. Alors, en haut, on va avoir les OS. Alors, Red Hat, Debian, Ubuntu. Alors, Debian et Ubuntu, on est sur des distributions qui sont 100% communautaires. C'est-à-dire qu'elles sont 100% développées par les communautés. Il n'y a pas d'entreprise derrière tout ça. Red Hat, c'est une entreprise, et donc c'est une distribution commerciale qui fait payer un droit d'utilisation avec du support. On a également sur le côté Android, qui est, en l'occurrence, à moitié propriétaire, à moitié commercial, une distribution open source à moitié commerciale et à moitié open source, enfin à moitié communautaire. Parce que finalement, il y a deux projets au sein d'Android. Il y a le projet qui est porté par Google, qui n'est pas toujours 100% open source. Et puis il y a également un projet à côté, j'ai perdu le nom, mais qui est 100% communautaire. À côté de ça, on va retrouver finalement ce que vous pouvez avoir sur vos postes de travail, à savoir un LibreOffice, à savoir un Mozilla Firefox, à savoir un VLC. Ça, c'est des produits 100% open source. Il y a la fondation Mozilla, il y a la fondation LibreOffice, il y a la fondation VLC. Voilà, ça, c'est des choses qui sont souvent sur vos postes de travail et qui sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs. C'est des projets justement qui peuvent rassurer sur la percée de l'open source dans le monde d'aujourd'hui. Parlant de percée de l'open source dans le monde d'aujourd'hui, Apache et Nginx, aujourd'hui, ça représente... je pense que les gens qui travaillent en dev web et qui travaillent sur l'internet vont pas dire le contraire, mais Apache et Nginx, aujourd'hui, ça représente beaucoup plus de 50% du nombre de serveurs et des sites internet qu'on trouve sur la toile aujourd'hui. Base MySQL, du PHP. Avec Apache, MySQL, PHP, on retrouve les fameuses plateformes web, Linux, les plateformes LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Aujourd'hui, on retrouve de plus en plus Nginx chez nos clients. Mais voilà. Après, je ne vais pas détailler les avantages et les inconvénients de chaque solution. Je reste sur un panorama sur cette présentation. Du Zimbra, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une solution de messagerie qui est basée sur du postfix. Voilà, Nagios Centréon sur de la supervision. Donc Zimbra, je parle de postfix, mais c'est de la messagerie. Nagios Centréon, c'est de la supervision de système et réseau. Raspberry, parce que finalement, pourquoi j'ai mis du Raspberry? Parce que j'ai parlé de solutions logicielles, mais il y a aussi des solutions matérielles qui sont open source. Pareil, je voyais encore dernièrement. L'année dernière, j'étais à Roland-Garros, et il y a tout un lab à Roland-Garros où ils présentent les différents projets. Il y a France Télévisions qui montrait la première voiture open source. C'est pas juste du code, c'est pas juste de l'informatique. L'open source, finalement, ça se développe également sur des mondes qu'on ne suspectait pas forcément. Alors, les modèles économiques. On va avoir
pour justement bien comprendre encore le modèle libre en différenciation du modèle propriétaire, du modèle classique. Un modèle classique, on va prendre l'exemple par exemple d'une suite bureautique, un Microsoft Office. Vous devez payer une licence pour chaque utilisateur. Après derrière, sinon on est hors la loi si on fait d'autres choses, mais normalement on doit payer une licence pour chaque utilisateur. Si vous avez besoin d'une évolution particulière, ben, vous avez juste à regarder la roadmap de Microsoft Office et puis vous regarderez si c'est dedans ou pas, et puis vous pourrez vous dire, bah, tiens, peut-être que dans 2 ans je l'aurai, ou peut-être pas, j'en sais rien. Voilà. C'est juste la seule réponse qu'on peut avoir. Côté modèle libre, si le logiciel il existe, bah, finalement, pour l'entreprise, c'est juste des coûts d'adaptation, si on a besoin, c'est pas évident. Après, des coûts de mise en place et de formation. Tout en sachant que ces coûts de mise en place et de formation et potentiellement d'adaptation, c'est un peu plus difficile avec un modèle, avec une licence propriétaire, mais les coûts d'intégration et de formation, on les a tout de même de l'autre côté. C'est juste que je les ai pas mis, mais on les a tout de même de l'autre côté. Mettre en place une solution libre est aussi complexe que mettre en place une solution propriétaire. Il n'y a pas de problématique particulière là-dessus. Et s'il n'existe pas, il y a un coût de développement, mais ça peut être mutualisé. Et ce qui est intéressant aussi dans ce modèle économique, c'est que s'il y a une fonctionnalité, justement, une évolution qui n'existe pas, ben on peut la mutualiser justement, mais on peut aussi le faire nous-mêmes. On n'est pas obligé de payer. Nous, par exemple, dernièrement, sur du Zimbra, pour des gens qui font des cuisines à Seclin, Igéna, ils souhaitaient juste une petite adaptation au système Zimbra. Donc on a fait, grâce au code qui était open source et qui est ouvert de Zimbra, on a pu faire une petite adaptation. Ils peuvent générer des statistiques sur leurs rendez-vous, les rendez-vous commerciaux, et ainsi répondre aux besoins de leur métier, enfin, des utilisateurs métiers, parce que c'est l'informatique qui nous contacte pour l'utilisateur métier. Les bénéfices de l'open source pour le client. Alors, j'ai mis le coût en premier, mais selon les dernières études qui sont passées, aujourd'hui c'est plus le coût le critère, enfin je dis aujourd'hui, mais je ne sais même pas si ça l'a déjà été, c'est plus le coût le critère principal de choix d'une solution open source pour un décideur informatique, un décideur d'une société, un DSI. Les principaux critères de choix qui font que les décideurs optent pour l'open source, c'est aujourd'hui la pérennité, la fiabilité, la stabilité. C'est vraiment la qualité intrinsèque des solutions open source qui fait la différence. Également, enfin, la partie sécurité, non-dépendance par rapport à un éditeur, ça c'est des choses également qu'on met en avant. Enfin, j'aurais du mal à me dire que l'armée française, avec qui on travaille d'ailleurs, elle travaillerait sur des solutions américaines pour ses VPN entre les sites. Surtout au vu de ce qu'on a vu dernièrement au niveau des espionnages, je pense que ce serait mal vu. Et donc effectivement, d'ailleurs tous les problèmes autour de qu'on révélait qu'il y a eu avec l'affaire Snowden, ça a pas mal joué en faveur de l'open source ces derniers temps. Parce que justement les gens se posent de plus en plus de questions sur ce qu'ils ont, où est leurs données, et les liens avec les éditeurs qui peuvent être des éditeurs à travers le monde entier qui ont accès à leurs données, finalement. Et qui détiennent leurs informations et qui détiennent leur système d'information, finalement. Quand on se base sur un éditeur, on ne fait pas ce qu'on veut et on est à deux dans le même bateau et finalement on relègue une partie de ces informations à un éditeur, on est dépendant d'un éditeur. Et ces éditeurs, finalement, ils peuvent aussi vous créez un besoin et vous enfermez et vous empêchez de pouvoir choisir vos autres outils du système d'information. Je m'explique. Je vais prendre un exemple bateau, mais Apple, qui est loin d'être la solution la plus open source du monde. En l'occurrence, vous avez un iPhone, vous devez avoir j'ai perdu le nom du logiciel pour accéder aux données, un iTunes, pardon. Vous devez avoir un iTunes pour accéder à vos données. Vous n'avez pas le droit d'utiliser une autre application parce que c'est bloqué, et donc vous n'avez pas le choix. Et ben dans le système d'information, c'est pareil, dans l'infrastructure, c'est pareil. Aujourd'hui, si Microsoft fait des fichiers spécifiques, crée des fichiers spécifiques, etc., c'est pour finalement vous empêcher et vous pousser à choisir leur autre solution pour vos autres besoins de l'infrastructure. C'est-à-dire vous allez avoir un système de messagerie Exchange,
eh ben, ils vont créer des compatibilités avec un SharePoint, pour que si vous ayez un besoin de collaboratif, vous soyez presque obligé de partir sur du SharePoint. Et toute ce chemin que les éditeurs vous tissent devant vous et vous créent devant vous, et c'est finalement aussi privateur de liberté, et c'est pas forcément ce qu'on veut mettre en avant. On n'est pas intégriste du logiciel libre chez Capensis, et moi non plus je suis pas intégriste du logiciel libre. Ce que je veux juste, c'est pouvoir être libre de mes actions et être libre de mes choix quand je dois choisir une nouvelle solution d'infrastructure. C'est juste ça que je veux mettre en avant. Et donc l'ouverture d'esprit, dans tous les cas c'est toujours intéressant, mais l'ouverture aussi vers ces deux mondes, à chaque problématique, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et donc lorsqu'on a une problématique technique, on regarde les solutions propriétaires, on regarde les solutions open source, et puis on voit la solution qui est la plus mature. Les solutions open source n'ont pas toujours des réponses adaptées à toutes les problématiques d'informatique, ça c'est sûr. On parle de respect des standards, parce que si je parle d'annuaire par exemple, l'Active Directory ne respecte pas forcément les standards. Alors ils ont créé leur propre standard, mais le standard LDAP ils ne le respectent pas trop. Là en l'occurrence l'open source on respecte des standards, on est sur des choses qui sont beaucoup plus standardisées, on a de la flexibilité, voilà, enfin, finalement beaucoup d'avantages pour l'open source. Les freins, alors là ce tableau je ne l'ai pas sorti de nulle part. Ce tableau, il vient, en fait, il y a une instance qui s'est créée en 2010, qui est le Conseil national du logiciel libre. Le Conseil national du logiciel libre, il fait des études de temps en temps. Ils ont fait une étude en 2014, que j'ai récupérée en vue de cette présentation, et ils ont interrogé 300 décideurs sur le marché open source, qui travaillent dans l'open source, pour leur demander finalement les freins à l'adoption de l'open source pour leurs clients. Alors on ne parle pas des décideurs côté client, on parle des dirigeants de ce site open source. On leur demande finalement quelles sont les réactions qu'ont le plus souvent, et quels sont pour vous les freins à l'adoption de l'open source. Finalement, sur les deux premiers critères se rejoignent. Pourquoi? Parce que c'est un problème de communication et de marketing, et la communication et le marketing, forcément en open source on a beaucoup moins de moyens qu'un Microsoft pour mettre en avant la suite OpenOffice plutôt que la suite Microsoft Office. L'open source ne va pas placarder des affiches partout dans la rue ou faire des accords avec des éditeurs tels que Dell ou HP pour mettre en avant l'open source. Et donc, et puis même, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans l'open source que dans le monde propriétaire. Donc finalement, aujourd'hui, les deux critères qui font que l'open source est un peu moins adopté par les sociétés, c'est le manque de connaissances sur les solutions, le manque de visibilité, le manque de communication sur ces solutions. Et le deuxième critère, et le critère principal d'ailleurs, avec presque 70%, c'est les moindres moyens marketing. Le troisième point, il rejoint finalement, quand je vous parlais de dépendance aux éditeurs, on le rejoint. Vous voyez, le frein à l'adoption de l'open source, c'est le verrouillage des éditeurs propriétaires en place. Donc vous voyez, là quand on parle de manque de liberté, finalement ça empêche de choisir de l'open source. Et ça, c'est un critère qui revient à plus de 50%, à 60%. C'est quand même pas anodin. Et puis ensuite, finalement, la partie produit moins complet ou moins mature, effectivement, il y a des solutions, comme je vous le disais, je le reconnaissais juste avant, il y a des solutions open source qui ne répondent pas toujours aux besoins de nos clients. L'open source n'a pas une réponse cohérente pour tous les besoins, mais ce qu'il faut garder, c'est l'ouverture de l'esprit et l'ouverture sur les deux mondes. Alors, qu'est-ce que c'est l'open source en France? L'open source en France, c'est pas anodin, c'est 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros, ça représente 6% des logiciels et services en France, sur le panorama de l'informatique en France et de l'industrie informatique en France, l'industrie numérique. Donc on ne parle pas de la petite technologie qui est en train de sortir. Ça représente quoi? Ça représente 300 000 emplois. 300 000 emplois dans 300 entreprises. 300 entreprises spécialisées dans l'open source. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que l'open source, on en retrouve dans des entreprises spécialisées. Par exemple, chez nous, on va retrouver que des gens qui travaillent dans l'open source. Forcément, on est expert dans cette technologie-là. Mais on va retrouver également au sein des gens comme Google, comme HP, on va retrouver des gens qui travaillent dans l'open source. On va retrouver aussi chez nos clients des gens, je sais pas, je parle de Decathlon, des gens d'Atos, etc. On va retrouver des gens qui travaillent dans l'open source. Donc 300 entreprises spécialisées, mais 30 000 emplois, et dans les 30 000 emplois, effectivement, je comprends tous les gens qui travaillent dans l'open source, pas que les gens qui travaillent
dans ces sociétés spécialisées. La taille moyenne de sociétés spécialisées, je parle bien des 300 entreprises, elle est de 10 personnes. Donc c'est quand même plus des TPE, plus des petites boîtes qui sont en train de se lancer. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que ces sociétés, elles sont en croissance. 2012-2013, je ne fais pas de dessin, c'était la crise. 68% de ces sociétés étaient en croissance en 2012, 83% étaient en croissance en 2013. Je n'ai pas les chiffres 2014, mais autant dire que ça se porte bien du côté du marché de l'open source. Je vous parlerai des chiffres de Capetis tout à l'heure, mais entre l'année dernière et cette année, on a également une belle croissance. Et donc, ce n'est pas juste des chiffres, enfin, c'est des chiffres que j'ai récupérés auprès du Conseil national du logiciel libre qui régit un peu ce monde-là, mais on est sur un monde qui évolue, qui est en croissance régulière. Et ça, finalement, pour vous qui allez arriver sur le marché du travail dans peu de temps, des choses qui peuvent vous rassurer et qui peuvent vous dire, bah tiens, est-ce que l'open source, ça peut pas être finalement aussi une solution pour ma carrière. Marché de l'open source, alors, je parle de 300 entreprises, mais où elles se situent ces entreprises, sur quoi elles sont spécialisées? Alors j'entendais qu'il y avait des gens en développement, ben, il y en a plus de 50% qui font entre autres du développement. Parce qu'effectivement, le tout ne fait pas 100%, donc chacun n'est pas spécialisé sur une chose. Il y a des gens qui font du développement, de l'intégration, de la formation. Et donc, voilà, il y en a plus de 50% qui font du développement, ça c'est la majorité des entreprises font du développement. Après là, on a de l'intégration de solutions, on a du conseil, enfin voilà, tout type de service qui est apporté par ces sociétés. On va retrouver les mêmes types de services qu'on va retrouver dans le monde propriétaire. Forcément, la vente de matériel et de licence. Je pense que si on était sur du monde propriétaire et si on n'était pas dans le monde de l'open source, la vente de licences et de matériel serait beaucoup plus élevée. Je ne fais pas de dessin, mais forcément, avec peu de licences ou d'open source, ça représente pas grand-chose. Alors, je suis à l'université, je me suis dit, bah tiens, on va parler de l'open source et l'enseignement. Enfin, en même temps, c'est le Conseil national du logiciel libre qui m'a fait un beau tableau aussi, donc je me suis dit, pourquoi pas. L'open source, ils ont interrogé toujours ces 300 dirigeants de sociétés spécialisées dans l'open source en leur posant des questions sur le lien qu'entretient l'open source et l'enseignement. Ce qui ressort, c'est... Enfin, moi je ressors deux choses, que ce tableau, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il y a beaucoup de textes quand même. Ce que je ressors, c'est deux choses. C'est que le dernier point, dans l'ensemble, estimez-vous la place du logiciel libre dans l'enseignement satisfaisant? Il y en a quand même très très peu qui disent que c'est satisfaisant. Aujourd'hui, l'open source, alors après derrière, j'en discutais avec Romain, c'est ça? Romain tout à l'heure, il me disait que sur la licence DA2I, vous aviez votre responsable de formation qui était très axé open source, donc c'est peut-être un peu moins le cas chez vous. Mais au sens général, l'open source a une place qui est quand même pas assez importante. Et les formations informatiques forment plus sur les technologies propriétaires, plus sur du Microsoft que sur de l'open source. Et ça, c'est des choses qui doivent changer, où il faut changer justement pour que cette ouverture d'esprit sur le monde open source se fasse dès l'enseignement et dès les études supérieures, enfin même dès les études classiques. Les deux choses aussi sur lesquelles j'attire votre attention, c'est votre entreprise a-t-elle des difficultés à trouver des collaborateurs? Et votre entreprise pourrait-elle créer davantage d'emplois si elle trouvait des candidats mieux formés? Et là, enfin, je me dis, vous êtes bientôt sur le marché de l'emploi. Il y a quand même plus de 50% des sociétés qui disent qu'elles ont des difficultés. Et je suis le premier à en témoigner. On fait du recrutement, on galère, mais vraiment, on galère à recruter des profils qui sont spécialisés dans l'open source. Pourquoi? Parce que le moindre profil qui est spécialisé dans l'open source, qui est compétent forcément en même temps, eh ben, il a mais une ouverture, enfin, il a des propositions, mais partout. Aujourd'hui, les gens qui sont... Nous, on est plus spécialisé système, je vais le détailler par la suite, mais des ingénieurs système Linux, des admins système Linux, même des devs web sur une technologie comme Python, aujourd'hui, mais le gars qui est sur le marché, c'est qu'il n'est pas bon. Mais s'il est bon, il est embauché, c'est obligatoire. L'avenir de l'open source, il passe par quoi? On les a interrogés aussi. L'avenir de l'open source, il passe par le big data, les bases de données. Aujourd'hui, les big data, on se base sur des technologies telles que Hadoop, le NoSQL, le système clé-valeur, justement toute la remise en cause des bases de données relationnelles classiques. Aujourd'hui, c'est l'open source qui est en train de mener la danse là-dessus. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, l'avenir de l'open source, il passe par là, et c'est ce qui permettra aussi à l'open source de continuer sa progression et continuer sa croissance. L'infrastructure, avec
En tête de liste, forcément, le système d'exploitation Linux avec la Debian, la Red Hat, l'Ubuntu, que j'ai vu tout à l'heure. L'infrastructure, ça fait toujours partie justement des choses qui évoluent et qui sont en croissance régulière aussi. Donc la croissance va continuer. Ce qui arrive plus justement, c'est plus la base de données qui arrive avec tout de suite un avenir radieux. L'infrastructure a un très bel avenir, et l'avenir il passera par là, mais c'est une croissance qui est là depuis quelques années déjà, qui est là depuis 2008-2009. La partie sécurité, je parlais de Snowden tout à l'heure. Snowden, ça a amené vachement de gens à réfléchir à leurs problématiques de sécurité avec du libre. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous disent écoutez, qu'est-ce que vous avez en solution de sécurité? Parce que moi j'ai plus confiance en mes solutions de sécurité avec tout ce que j'ai vu. L'âge d'or de l'open source. Je voulais juste, un peu en conclusion, vous parler aussi de l'open source aujourd'hui, de l'existant. L'open source c'est partout. Il est même où on ne le croit pas, où on ne le voit pas. Enfin, je me retrouve face à des décideurs qui disent moi l'open source jamais. Finalement, quand on creuse un peu leur système d'information, ils ont de l'open source partout. Il y a de l'open source partout, il y a de l'open source dans les décodeurs TV, dans nos voitures, dans les services en ligne que nous utilisons. Je parlais de Google tout à l'heure, mais c'est que de l'open source derrière. Qu'ils ont retravaillé, qu'ils ont repackagé à leur sauce peut-être, mais on a beaucoup d'open source derrière. Dans le cloud, je parlais de big data, mais le cloud, le big data, il y a des liens qui sont de plus en plus présents. Et les outils et les socles de développement. Les outils socles de développement, pourquoi? Parce que je fais le lien aussi avec le troisième critère que je présente sur le slide, c'est qu'aujourd'hui, selon une étude de Forrester, qui est un cabinet d'études, un cabinet de consulting, innover coûte aujourd'hui 10 fois moins cher qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'image de nains sur des épaules de géants, c'est qu'on a bénéficié du patrimoine de code source de nos ancêtres, des gens qui ont déjà travaillé sur des composants. Et donc on peut réutiliser des composants open source pour créer une solution. Et c'est pour ça aussi, et c'est en ça que l'innovation coûte moins cher. Âge d'or de l'open source aussi, enfin après derrière, les développeurs me diront le contraire si c'est le cas, mais 5 développeurs sur 6 utilisent ou ont utilisé des composants et des outils open source dans leur développement. Donc après, je vous laisse dans vos questions-réponses me dire le contraire si c'est le cas, mais en tous les cas, cette étude, elle sortait ces chiffres. Et donc Capensis, parce que je vous disais, moi en dehors de vous faire cette présentation pour vous et pour mettre en avant un peu l'open source, je suis aussi responsable de l'agence Nord de Capensis, qui est le siège social qui se situe à Wascal. Et Capensis, qu'est-ce qu'on fait? Capensis, on est une société de service. Donc je parlais justement du monde industriel et de l'industrie de l'open source et du marché de l'open source. Je le connais bien parce que j'y travaille depuis 8 ans. Et on a une société de service en logiciel libre, donc une société de service informatique, spécialisée sur les systèmes et infrastructures. Donc on fait de l'étude, du consulting, on fait de l'intégration de solutions, on fait du support, on fait de la formation. Régulièrement, on doit développer pour adapter les solutions aux besoins de nos clients. Et puis, fin 2011, on s'est rendu compte qu'on mettait en place des solutions de supervision à base de Nagios, entre autres, depuis quelques années, puis on s'est rendu compte d'un manque pour nos clients. Et l'open source nous a permis quoi? Il nous a permis de nous dire, il y a un manque, on ne va pas attendre qu'il y ait une solution propriétaire qui sorte pour l'intégrer. Dans l'open source, on travaille dans ce monde open source depuis des années, parce que Capensis a été créé en 2002, et on s'est dit, on va créer notre propre solution, on va devenir éditeur de logiciels. Et donc on a créé une solution d'hypervision. Pour détailler un peu cette solution, c'est une couche au-dessus des solutions de supervision qui permet d'ajouter des moteurs de règles techniques, des moteurs de règles métiers, en vue de faire du reporting de qualité pour les décideurs et pour les IT managers. En termes de chiffres, donc on a ces deux filiales au sein de Capensis. Il y a la côté société de service et le côté éditeur. En termes de chiffres, en 2014, alors après il va y avoir un bilan qui va consolider tout ça, mais heureusement qu'on a déjà une visibilité, c'est 2,2 millions d'euros dans le nord de France. On est 35 collaborateurs sur les 3 agences, on a une agence à Lille, une agence à Nantes, une agence à Paris.
2,2 millions d'euros, l'année dernière on était à 1,7 million. Quand je parle de croissance, on est les premiers à pouvoir le montrer. Sans clients directs ou indirects, je parlais de pérennité de l'open source, je peux parler aussi de pérennité de Capen6 dans différents secteurs, grande distribution, parce qu'aujourd'hui on retrouve que ça à nos portes, là, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également du secteur public, de l'industrie, enfin bref, on travaille partout, dans tous les secteurs. Et donc sans clients, ça montre justement qu'on a une pérennité, parce qu'on n'est pas lié à un client qui nous fait vivre et qui, demain, si le marché s'arrête, on n'a plus rien. On est lié à 100 clients, donc on n'a pas un client qui nous fait vivre, et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour la pérennité d'une société. Et nos valeurs, expertise, c'est vraiment ce qu'on met en avant vis-à-vis de nos clients, et ce qui nous permet aussi d'avoir une bonne renommée, une belle image, et puis d'avoir des clients qui nous font confiance. La qualité, forcément, et la convivialité, parce que justement, on est une entreprise dynamique, jeune, et on cherche justement à avoir une convivialité dans le travail. On passe assez de temps au boulot pour aussi ne pas être dans une ambiance conviviale et s'amuser aussi un peu au boulot. Donc c'est un peu les valeurs de la société. Voilà un peu pour la visibilité. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur ce que je viens de vous dire. La parole est à vous. La première question, c'est toujours la plus difficile. Donc, qui fera le pari? Je devais être clair. Ah. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels qui sont plus intéressés par l'open source que d'autres, les entreprises? Des secteurs plus intéressés? Secteurs d'activité. Ah oui. C'est plus sensible. Par exemple, le monde bancaire peut être intéressé par ça. En l'occurrence, voilà, par exemple, le monde bancaire, je n'ai pas. Enfin, le monde bancaire, en l'occurrence, c'est le monde qui peut-être le moins. C'est contre-exemple. C'est peut-être le monde le moins intéressé par l'open source. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont des solutions éprouvées depuis des années, puis ils sont super parano. Voilà, aujourd'hui, le monde bancaire, on a des difficultés entre. Par contre, la grande distribution, on est chez des gens comme Oxylan, donc Decathlon. On est des gens comme, on est chez Auchan, on est chez Leroy Merlin, on est à la communauté urbaine de Lille, on est à l'armée de terre, on est à la RATP, voilà, on est chez Toyota, on est chez différentes structures très critiques aussi, on est dans le médical, mais par contre on n'est pas effectivement le. S'il y a bien un secteur à ressortir, effectivement, vous avez mis le doigt dessus, c'est bien le secteur bancaire qui suit un peu moins le mouvement. C'est pas justement parce qu'il n'y a pas un suivi aussi poussé que dans l'open source. Alors, je veux dire, au niveau d'un éditeur, lorsqu'un problème est trouvé, on s'attend à ce qu'il soit réglé assez rapidement. Après, dans l'open source. Justement, c'est la valeur ajoutée des sociétés comme nous qui apportons de l'expertise par-dessus. Parce que finalement, si vous vous retrouvez face à une communauté, effectivement, vous postez un message sur un forum quand vous avez un problème, et puis vous dites, j'ai pas trop de garanties. Nous, justement, nos métiers de support, c'est d'apporter des garanties sur les solutions open source. Quand l'ouverture du code, elle permet quoi? Si vous avez un problème avec une solution, un bug super galère, il va y avoir que les gens de cette solution et puis les gens de ce service qui vont travailler sur votre problème. Alors que l'open source, le code étant ouvert, finalement, si vous avez un problème, déjà, vous n'êtes pas obligé de travailler avec cet éditeur-là, si vous êtes frité avec ou autre. Vous pouvez faire appel à n'importe quelle société qui a des compétences sur ce langage de développement pour qu'il regarde. Et puis deuxième chose, n'importe qui, finalement, c'est pas juste limité au bureau de la société éditeur, c'est n'importe qui peut regarder et n'importe quelle personne à travers le monde peut vous aider. Donc finalement, la possibilité, et c'est ça aussi qui fait la stabilité des solutions open source qui est plus aujourd'hui approuvée, c'est que aujourd'hui, la résolution de bugs, elle est plus efficace en open source que dans le monde propriétaire, de par justement le volume de personnes qui peuvent résoudre ces soucis. Ouais. Vous estimez à combien la part de la formation dans votre activité? Dans notre activité, c'est trop peu. Trop peu, parce que je crois qu'elle doit représenter, au dernier chiffre, un petit 8% ou 7-8%. Trop peu. Alors après, trop peu, finalement, on va avoir des clients qui vont vouloir être formés, mais on est aussi dans un monde de passionnés, où il y a pas mal de gens qui se forment par eux-mêmes. Et ça, c'est positif.
Maintenant, voilà, il y a aussi des gens qui viennent nous voir pour être formés, mais il y a énormément d'auto-formation dans l'open source. Mais, ouais. Avec ces histoires sur OpenSSL, il y a beaucoup de gens qui disent que au final, la théorie de Stallman elle est fausse parce que comme c'est ouvert, tout le monde considère que tout le monde regarde et du coup personne ne le fait. Tout le monde regarde mais personne ne le fait. En même temps, enfin. D'autres veulent le faire et personne ne le fait. Il y a des gens qui disent que justement du coup la théorie de Stallman elle est fausse. Ouais, mais en même temps, c'est justement ça régit aussi le. Enfin, c'est pas juste ce que je disais tout à l'heure. L'open source, un projet, il appartient pas à. Il appartient pas à personne et il appartient pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont responsables des projets, qui sont responsables des commits. Donc c'est à eux aussi, justement, de régir tout ça. Maintenant, enfin, moi, je me dis, si je fais une image qui sera peut-être inadaptée à voir, mais j'ai du mal à passer à côté d'un truc qui est à terre chez moi pendant 15 fois d'affilée, quoi. Je me dis, à un moment donné, je vais le ramasser. Bah, là, c'est la même chose. Alors que si on le voit pas, on le ramassera pas. Ça vaut ce que ça vaut, mon image, mais je pense que c'est significatif. Si j'ai fait tomber un vase, je vais le ramasser à un moment donné. Alors que si je ne vois pas qui est tombé, je ne le ramasserai jamais, c'est sûr. Donc après, effectivement... Mais de toute façon, on peut toujours trouver des contre-arguments à tout, c'est sûr. Mais moi, je me dis quand même, si on est un peu logique, je me dis, en voyant, on va toujours avoir plus de facilité de résoudre le problème qu'en le voyant pas. Ouais. Sur votre entreprise, vous vendez du support, et est-ce que vous vendez du web aussi? Est-ce que vous faites de l'hébergement aussi? Non, on ne fait pas d'hébergement, on ne fait pas de web. On est spécialisé sur la partie système et infra. Par contre, on ne fait pas de web et on ne fait pas d'hébergement. Des gens qui font de l'hébergement mieux que nous. Enfin, après, là, c'est pas un axe, je dis mieux que nous, on n'en fait pas, mais je veux dire, il y a des gens qui en font et on a des partenaires sur l'hébergement. Aujourd'hui, ça n'a pas été un axe dans la stratégie de la société. Pourquoi pas à l'avenir, mais aujourd'hui, on fait. Et du web, on fait, dans le cadre de notre développement et dans le cadre de notre action d'éditeur, on fait du développement Python. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont développeurs Python, on cherche des stagiaires et on cherche des recrues. Mais même pour les admins, si c'est les ingécis sur la partie système d'ailleurs. Mais sinon, du dev web, on n'en fait qu'à travers notre application, notre application d'hypervision. Mais on n'en fait pas. On n'en fait pas en prestation. Personne. 3, 2, 1, vendu. Bon, bah merci à vous.